Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Plusieurs attaques ont été perpétrées ce week-end dans le nord du Mali contre la MINUSMA. La mission des Nations Unies est l'un de ses sous-traitants. Bilan 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Des attaques qualifiées d'actes terroristes. Le bras de fer se durcit au Proche-Orient après la demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Israël promet qu'elle ne permettra aucune poursuite contre ses soldats, mais Mahmoud Abbas envisage de déposer une nouvelle résolution à l'ONU. Bonjour à toutes et à tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure en titre. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Plusieurs attaques ont été perpétrées ce dimanche dans le nord du pays contre la MINUSMA, la mission des Nations Unies, et l'un de ses sous-traitants, à moins de 200 km au nord de Gao, dans la vallée du Tilemsi. 4 camions appartenant à un sous-traitant de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, ont été interceptés par des hommes armés. Les camions contenaient du matériel appartenant aux Nations Unies. Après avoir pris le contrôle du convoi, les assaillants y ont mis le feu. Toujours dans le nord, sur l'axe Ansongo-Menaka, un des véhicules des casques bleus nigériens a sauté sur un engin explosif commandé à distance, probablement à l'aide d'un téléphone portable. Bilan 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Le gouvernement malien a condamné ce qu'il qualifie d'actes terroristes. Nous poursuivons avec l'actualité au Niger. La femme de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et de l'ex-directeur général de la Sony Bank, en liberté provisoire dans l'affaire dite des bébés importés, ont été interpellés alors qu'ils se déplaçaient à l'intérieur du pays et conduits à la police judiciaire. Leur avocat vient d'animer un point de presse dont voici un extrait recueilli par Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Mon client Moussa Haïtou, qui est poursuivi avec beaucoup d'autres personnes dans l'affaire de supposition d'enfants, se rendait à Koré-Meroua ce matin quand il est arrivé au niveau du poste de péage route d'Osso. Il y trouva fortuitement l'épouse de M. Hama Amadou, qui est sa coprévenue, qui est également poursuivie pour supposition d'enfants, au niveau de ce poste de péage. Et tous les deux se sont vus notifier l'interdiction formelle de franchir ce poste de péage. Le fait aujourd'hui d'entraver ou d'empêcher à nos clients de se déplacer sans qu'aucune infraction ne leur soit notifiée, sans qu'il y ait des faits nouveaux, sans que leur mise à liberté provisoire n'ait été révoquée. Cela est gravissime, je pense, et doit interpeller l'opinion nationale et internationale. Je fais appeler un huissier de justice qui a constaté cet état de fait. Nous porterons plainte dès le lundi pour entrave à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. Dans l'actualité également, le président congolais Joseph Kabila organise ce lundi une grande réunion politique au Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, où le débat est centré sur l'intégration du district de Kolwezi dans le Lualaba, dans le cadre d'un redécoupage territorial. Cette réunion aura pour objet d'unir tous les Katangais et de faire une concertation au sujet du 3e mandat de Joseph Kabila en 2016. Rappelons que le chef de l'État achève cette année son 2e et dernier mandat selon la constitution actuelle. Une annonce qui survient à un moment où le gouvernement congolais a lancé une traque contre l'hôpital du docteur Denis Mukwege, connu pour son aide aux victimes de viols dans l'est du pays, en saisissant ses comptes. Mercredi dernier, l'hôpital a même évoqué un procédé qu'il juge discriminatoire. Et en Indonésie, les recherches s'activent en mer au large de Bornéo. Objectif toujours, retrouver l'épave de l'avion d'AirAsia disparu il y a maintenant plus d'une semaine. Voici les derniers développements. Ce lundi, les recherches se poursuivent dans de meilleures conditions météorologiques pour les équipes de secours. La veille, les plongeurs avaient dû interrompre leur mission faute de visibilité. Un nouvel élément de l'appareil d'AirAsia avait pu toutefois être localisé près de l'île de Bornéo. Nous avons retrouvé la 5e partie de l'avion.
Elle mesure 9,80 m sur 1,10 m et 40 cm. Elle est située près de celle que nous avons retrouvée hier. L'Indonésie, le Japon, la Malaisie, Singapour et les États-Unis ont mobilisé une vingtaine d'appareils aériens et près de 30 navires pour les recherches. L'Airbus A320 d'AirAsia s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre. Il transportait 162 personnes de Surabaya en Indonésie à destination de Singapour. Jusqu'à présent, plus d'une trentaine de victimes ont été retrouvées. Si les conditions climatiques pourraient être à l'origine du crash, les autorités indonésiennes ont aussi lancé une enquête sur les infractions commises par la compagnie. Un couloir aérien aurait été emprunté sans autorisation. Si AirAsia n'a rien fait de mal, alors pourquoi l'Indonésie suspend-elle sa licence? Selon nos données d'identification, ils ont clairement fauté, car ils n'ont pas volé pendant les créneaux qui leur avaient été alloués. Les enquêtes sur les licences de vol et sur le crash doivent toutefois rester distinctes, a insisté le ministère des Transports indonésien. Les familles, elles, attendent encore des réponses que seules les boîtes noires pourront donner. La Chine a envoyé par bateau un appareil spécialisé pour les localiser. Et on en vient à l'autre titre de cette édition. Le bras de fer se durcit au Proche-Orient après la demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Israël promet qu'elle ne permettra aucune poursuite contre ses soldats. Rien à faire, l'autorité palestinienne semble déterminée et Mahmoud Abbas envisage de retourner devant l'ONU pour déposer une nouvelle résolution. À chaque jour, son nouvel épisode et l'escalade se poursuit entre Israéliens et Palestiniens. Mahmoud Abbas a annoncé ce dimanche qu'une nouvelle résolution sera présentée très prochainement au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un objectif, obliger les deux camps à trouver un accord dans l'année à venir et obtenir ainsi la création d'un État palestinien. Nous allons discuter avec la Jordanie pour soumettre une nouvelle résolution, une troisième, voire même une quatrième fois. Nous n'abandonnerons pas, et ce jusqu'à ce que le Conseil de sécurité réponde à nos demandes. Cette déclaration intervient tout juste 24 heures après le gel de plus de 100 millions d'euros de taxes collectées par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne. Une représaille liée à la demande d'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale, car Ramallah ne cache pas son intention de traîner devant la CPI des Israéliens, notamment après l'offensive militaire à Gaza l'été dernier. L'autorité palestinienne choisit de se confronter à l'État d'Israël. Et nous n'allons pas rester là à ne rien faire. Nous ne permettrons pas que les soldats et les officiers israéliens soient traînés devant la Cour pénale internationale de La Haye. Ceux qui doivent faire face à la justice sont les dirigeants de l'autorité palestinienne qui se sont alliés aux criminels de guerre du Hamas. Les Palestiniens soutiennent que ce gel est un crime de guerre et qu'ils ne céderont pas. Moins d'une semaine après un premier échec, ils s'en remettront donc une nouvelle fois au Conseil de sécurité, où des pays plus favorables à la cause palestinienne ont fait leur entrée avec la nouvelle année. Mais où les États-Unis, farouchement opposés à cette initiative, disposent d'un droit de veto. Retour sur le continent pour parler à présent de religion avec la célébration dans la nuit de samedi à dimanche du Mawlud 2015. Le Mawlud, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une ferveur dans la communion et la fraternité que je vous invite à suivre. nafolotigi de be fantan ka nafoloni mina ka fara aleta ka Cette veille de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébrée partout dans la capitale malienne. Les espaces publics, les mosquées et les stades étaient pris d'assaut par les fidèles sortis nombreux pour prendre part à cet événement qui recouvre une signification profonde. Sa célébration, chaque année, est l'occasion pour les fidèles d'invoquer Allah, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage à son prophète de l'islam. Le thème de cette année, c'est la réconciliation nationale entre les uns et les autres, entre les Maliens, entre toutes les musulmanes. Cette paix, elle est obligatoire. Il faut que la paix soit entre soi-même, entre vous et votre voisin, et vous, et tout le monde entier. La commémoration
la naissance du prophète Salli ala Rasoul est une occasion pour nous, une occasion aussi pour le Mali, une occasion pour l'Afrique. Et la sensibilisation qui s'est faite à la fois sur la maladie dont d'autres personnes ne croient pas. Heureusement que le religieux Chérif Ousmane Madane Aïdra nous a donné la véracité sur ce phénomène-là. Cet anniversaire a été un moment pour les imams et guides spirituels d'inciter les fidèles à se rappeler du prophète et de ses discours sur la paix, la justice, la tolérance, les bienfaits, de son parcours et de ses miracles dans la religion musulmane. Bref, un modèle pour l'humanité. Une occasion également pour le représentant du ministère malien des Affaires religieuses et du culte de porter des messages. C'est l'occasion ce soir de porter ces messages et aussi de demander aux citoyens, aux oulémas, de prier pour le Mali, pour que la paix revienne au Mali, que le Mali reste uni dans sa diversité et que Dieu nous protège contre cette menace qui est menace de cette maladie à virus Ebola, et que Dieu pacifie notre pays et que la paix règne dans le monde. Ces moments de communion et de partage ont été mis à profit pour informer et sensibiliser les fidèles sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des prières, des bénédictions et des vœux pour le retour de la paix au Mali ont clos cette nuit de Maouloud. Avant de refermer ce chapitre religion, être musulman en Guinée équatoriale, est-ce possible? Oui, dans les textes, le régime de Malabo prône la liberté de culte. Si la pratique de cette religion est autorisée, il n'en demeure pas moins qu'elle distance encore les rapports du musulman équato-guinéen de souche avec ses compatriotes. Ismaël Obianzé, qui vient de séjourner à Malabo, nous parle du cas d'Aboubacar Desboko dans ce reportage. À 45 ans, ce supporter du FC Barcelone était un musulman pur jus de Malabo, le premier des Équato-Guinéens à avoir choisi la religion révélée au prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Les problèmes d'Aboubacar Cardin commencent le jour où il accepte l'appel d'un frère, l'invitant à s'islamiser, alors que ce jeune de Nubéli à Malabo n'a que 12 ans. Son engagement va le distancer d'avec sa famille jusqu'à entamer une sorte de fugue vers le Cameroun. Je dormais dans les mosquées parce que j'étais rejeté par tous mes parents. Donc je dormais dans les mosquées, c'est dans les mosquées qu'il m'a vu. Il a dit non vraiment, quel est ce beau enfant et comment se fait-il que je dors dans les mosquées. Donc il m'a vu, il m'a dit non, pourquoi je n'ai pas lui accompagné au Cameroun, que je viens vivre avec lui au Cameroun. Nous le suivons ici à Kayebata, un secteur de Malabo qu'il a vu naître. Ses parents y vivent encore, notamment sa petite sœur. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. De retour d'exil au Cameroun et même au Gabon, Aboubacar a renoué avec ses parents. À mon retour, ma mère a vu mon comportement, que vraiment je remercie Dieu de m'avoir donné ce comportement parce que je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais allé en boîte. Ma mère a vu ça, ma mère s'est convertie à l'islam. Malgré cela, ce câbleau opérateur et par ailleurs cuisinier fait face à une sorte de stigmatisation des voisins dans ce sous-quartier de Bonasperanza à Malabo où il vit avec son épouse chrétienne et ses 2 enfants. En Guinée, les jeunes frères aiment la boisson, aiment la vie. Mais quand ils ne me voient pas embrasser ce genre de vie, je n'ai pas tellement de relations avec eux. Mais quand ils viennent me voir, je les prends, je fais ce que je peux faire avec eux. On estime à peine 20 000 le nombre actuel des musulmans vivant en Guinée équatoriale et dont le gros des fidèles arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Raison évoquée, le pays de Théodore Obiangema, bien que prônant la liberté du culte, est avant tout une terre des chrétiens catholiques. Voilà, de la religion, passons au sport avant de refermer cette édition. À quelques jours du coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les équipes nationales qualifiées dévoilent leur maillot, leur nouveau maillot bien sûr. Au Mali, l'équipementier Ernest a respecté la tradition en présentant officiellement le maillot des Aigles, une occasion saisie par le groupe MK Promotion de renouveler son contrat avec la Fédération malienne de football. C'est un compte rendu de Yacouba Dansoko et de Daouda Doumbia. Ça y est, les nouveaux maillots des Aigles pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale ont été dévoilés le samedi 3 janvier 2015 par l'équipementier Ernest. Ce sont des maillots différents des précédents. Ils ont été conçus après plusieurs études.
Ces nouveaux maillots de l'équipe nationale du Mali mettent plus à l'aise les joueurs afin qu'ils puissent développer leurs performances, surtout à la CAN. Ils prônent la solidarité et l'union. Sur la poitrine, les 3 couleurs nationales, le vert, le jaune et le rouge, forment la lettre V, synonyme donc de victoire d'un peuple uni et fort. Les nouveaux maillots des Aigles ont été baptisés Madiba, en hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé il y a un peu plus d'1 an. Le second temps fort de la cérémonie a été marqué par le renouvellement du contrat entre la Fédération malienne de football et MK Productions. Le nouveau bail de 4 ans entre la FEMAFOOT et le groupe Ernest est plus juteux. Il prend désormais en compte les équipes de la Ligue 1 et celles de la Ligue 2 et s'étend à la Coupe du Mali et au championnat national de Ligue 1. La manne financière a enregistré une augmentation de 100%, soit 1,8 milliard de francs CFA. La dotation financière passe de 50 000 euros, soit 32 800 000 francs CFA par an, à 100 000 euros, soit 65 600 000 par an, soit une augmentation de 100%. À compter de la saison 2014-2015, donc la saison qui démarre, la société MK Promotion s'engage à fournir à la Fédération malienne de football des équipements d'une valeur totale de 250 000 euros par année contractuelle, soit une valeur globale sur la durée complète du contrat de 1 million d'euros, soit une augmentation de 300%. Afin de promouvoir les valeurs du sport et en particulier celles du football, la Fédération malienne de football et la société MK Promotion ont convenu de co-organiser annuellement une cérémonie dénommée les Talents d'Or. En plus d'être l'équipement entier exclusif de toutes les sélections nationales, M. Koné s'est engagé à soutenir la fédération dans les phases finales de la Coupe du Mali, à offrir quelques équipements à la fédération pour les équipements de première et de deuxième division. Un dîner gala organisé par l'Alliance pour la paix et la solidarité, dont le promoteur d'Ernest, Malamine Koné, en est l'initiateur et président d'honneur, a mis fin à cette cérémonie. Voilà, et nous souhaitons une belle fête en Guinée équatoriale, à Mongomo, Bata, Mbini, etc. C'est sur ce mot de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre attention. Excellente suite de programme sur la première chaîne panafricaine.